Arte Radio. Profil. Au-delà du côté solaire, magnétique, de figure presque de roman, il y avait quelque chose d'hyper généreux chez lui sur la musique et sur les conseils et sur la bienveillance. C'est quelqu'un qui a réussi à être et dans l'ombre et dans la lumière à égalité en fait. J'ai rencontré DJ Mehdi il y a 20 ans. C'était à Grenoble, lors d'un festival. Mehdi jouait sous chapiteau avec la rappeuse Diams. Je voulais lui proposer de composer la musique pour un court-métrage qui finalement ne s'est jamais fait. Nous avons parlé de musique, de cinéma et d'art en général. Et on avait l'impression qu'il connaissait tout. Plus tard, j'ai organisé une soirée à Lyon en l'invitant, lui et le cinéaste Romain Gavras. J'ai évoqué avec Mehdi mon envie de composer de la musique, et je lui demandais quelle machine acheter. Sa réponse fut simple et évidente. L'important, Johan, c'est pas les machines, c'est les idées. Tout était résumé. Le son de Mehdi ne dépendait d'aucune machine, mais uniquement de sa propre imagination. Les filtres, les basses, les caisses claires, l'utilisation des synthétiseurs, autant de marqueurs, d'empreintes qui permettent de reconnaître le son DJ Mehdi. 10 ans après sa disparition tragique en septembre 2011, je décide d'aller pour ce podcast à la rencontre de ses compagnons d'aventure, pour essayer de comprendre comment ce fan des Beatles et de Timbaland, de Metallica et Roman Tony a pu traverser le rap français, imaginer le son des quartiers populaires, mettre ses deux pieds dans la French Touch, retourner les clubs et les salles du monde entier, tout ça sans jamais trahir le petit banlieusard qu'il était à 14 ans. Ensemble, nous avons essayé de retourner aux racines et de raconter l'évolution du son DJ Mehdi, le son du prince. Ouais, moi je l'appelle Magic, DJ Mehdi, Magic Med. C'était magique parce que tu vois, là j'ai gravé ça, Art to Making Art, c'est quelque chose qu'il disait toujours. L'art de faire de l'art, tu vois, c'était son mindset à lui, tu vois. Si je fais de l'art, c'est pour faire de l'art en fait. Ben moi c'est Emmanuel Coudray et Manuquet, voilà, je suis de la banlieue sud, plus précisément d'Orly. Je fais du rap depuis les années 89. Membre de différents types, membre de la Mafia Quinfri. Je suis à l'origine de la découverte de Kerry James et l'association avec DJ Mehdi qui a fait bien sûr le groupe Ideal J. Mehdi, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, qui a eu une grosse influence étant plus jeune, parce que si je serais resté à Orly, dans mon petit quartier, en train de faire du basket et de regarder ce qui se passe, j'aurais bien sûr rien connu, notamment du monde, rien connu de la musique, pas que hip-hop, hein, parce que Mehdi était un grand chercheur de musique, il aimait s'extérioriser au-delà de la musique hip-hop. Donc Mehdi, pour moi, c'était quelqu'un qui te fait réfléchir autrement. On était complémentaires parce qu'on avait cette façon de fédérer, à amener une journée compliquée à une journée plus détendue. Mehdi, c'était quelqu'un qui parlait de musique, de vie, qui parlait d'amour, de choses vraiment essentielles. Surtout qui aimait rigoler, quoi. Un peu comme moi, et c'est pour ça qu'on était vachement complémentaires. Et puis, dès les premières rencontres, c'est quelqu'un qui m'a fait grandir et qui m'a fait voir la musique autrement. De ma vie à ces gens-là, aucune mort recensée n'est censée, je décrète d'office. Pas de sacrifice gratis, je serai réformé au service. Salix, originaire des terres d'Afrique, je suis de l'esclave de 6 pression historique. Pacifique, je reste le magnétomatique. Pour une cause qui serait plus sociale qu'économique. Mais leur politique d'opportuniste milite. À leur fils, on réélite. Un de grands hits qui indique que je n'irai. Tu veux savoir la vérité ? Oui. Quitte à choquer les gens ? Oui. Je m'appelle Pedro Winter, fondateur du label Headbanger Records en 2003. Et on va parler de notre frère DJ Mehdi. Ce qui le rend unique, ce qui le rend comparable à nos héros comme Pete Rock, JD ou Premier, qui sont
tous des beatmakers qui utilisent à peu près les mêmes machines, mais avec leur sensibilité, leur façon de sampler. Et Mehdi, il avait ça. Mehdi, il a son groove, il a ses sons, et il a ce petit coup de génie, c'est d'aller sampler ce que les autres ne samplent pas, justement. Et c'est ça qui rend sa carrière unique. Ambitieux et son bitume bien coordonné. C'est Dynasty qui appelle Cut Killer, qui dit qu'il y a un petit jeune du 92 qui fait du son. Et nous, à ce moment-là, on cherchait un compositeur. On avait marre de repiquer des cassettes, d'écouter des vieux trucs pourris et de rapper sur des bandes sonores où il y avait des Kool Moe, du boom bap et tout. On en avait marre. Et puis là, on nous dit qu'il y a un compositeur qui a pratiquement le même âge que Ideal J, donc ça m'intéresse. Mais on n'est pas plus emballé que ça, parce que pour nous, c'est impossible, on n'y croit pas trop. Ma rencontre avec Mehdi se fait un mercredi dans les années 92, c'était en juillet, au parc de Créteil-Soleil. On lui avait posé des lapins avec Kerry, mais Mehdi il insiste, il appelle chez ma mère, il dit « Ouais, vous n'êtes pas venu au rendez-vous et tout ». J'ai dit « Merde, on a planté, putain ». Et puis là, je prends l'initiative de le rappeler, et je lui dis « Excuse-nous, là on va couper la poire en deux, comme ça on sait sûr de venir, viens à Créteil ». Et là, je vois un petit avec un anorak Carhartt et tout, à l'américaine, classique et tout, propre sur lui. Ça a duré très peu de temps. Il a sorti une cassette avec des titres, marqué Ideal J pour Ideal J, 9 titres. Et j'ai récupéré la cassette, il y avait son téléphone dessus. Je dis, ben, comme d'habitude, j'écoute et puis je te passe un coup de fil, quoi. Il est parti dans son coin et puis cette cassette, je l'ai ramenée directement chez Kerry. Et Kerry m'a appelé à peu près 1 heure après. Il m'a dit, mais c'est un truc de fou, les musiques correspondent avec ce que je fais et tout. Mais je suis descendu le voir et puis j'ai écouté et puis c'était fou. Je leur rends hommage, là, j'exprime ma rage. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Je leur rends hommage, là, exprime ma rage. Contre un système qui trace nos vies, délimite nos limites. Nous font plonger puis remonter à la surface selon leur gré. Selon leur bon vouloir, un peu de pouvoir sur les trottoirs. Nos frères noirs, savent ce que c'est d'être noir. Avoir la poisse qui te colle à la peau. Négro, fier de l'être. Même si tu me colles une étiquette, tu me parles de cash, gloire, soleil et aspect. À poil à l'ombre, matriculé, maté, enculé. Comme dit Mourad, les élus ont une clé. Pas les clés d'un coffre-fort, mais les clés de la vérité. C'était des musiques qu'on aimait, c'était du New York, c'était nouveau pour nous. Ça nous inspirait tout de suite. Je l'ai appelé le soir même, j'ai dit écoute, le rappeur Kerry a aimé. Je trouve ça mortel. Et est-ce que tu as d'autres trucs chez toi? Il me dit ouais, mais moi j'ai pas mal de trucs, mais en général je compose sur la commande. Je lui dis ah, pourquoi t'as un autre groupe? Il me dit ouais, mais c'est mes cousins, ils aiment bien. Bon je lui dis est-ce qu'on peut se donner rendez-vous samedi? Il m'a dit ouais, par contre tu viens qu'avec le rappeur, tu vois. Parce que ma mère ici c'est compliqué. Et puis nous on est descendu à 4-5 et puis ils nous ont attendus en bas les autres. Et puis on est monté avec Kerry. Il nous a fait déjà une démo, comment il samplait, tout. C'était assez... On n'avait jamais vu ça. Moi, j'avais vu ça qu'à la télé ou en VHS, sur les cassettes de Beat Street, tout ça. Comment il nous a fait un beat en live et tout. On a dit, oh là là, ça c'est bon. Et tout ce qu'il faisait, on disait, ah, ça, tu peux le mettre sur la cassette. Ça, tu peux le mettre. Puis finalement, il nous a mis pas mal de trucs. Puis je suis revenu un jour, je cherchais tout simplement à savoir comment il a fait ça. Tu vois, je dis, ça, tu peux le ralentir en fait. Ça, Il me dit, écoute, on peut tout faire. Et il s'est avéré qu'il était minuit et quelques. Et puis il m'a dit, vas-y, dors ici, je vais dire à ma mère et tout. Puis sa mère, elle était pas trop d'accord, tu sais, elle me connaissait pas trop. Et je suis resté chez lui. Et au lieu de dormir, il s'est mis à composer toute la nuit. Après, on avait pris ça comme une habitude. Sa mère était partie en Tunisie. Et moi, je venais tous les mercredis après-midi et je restais. Mais ma mère, elle me disait, ah, t'es où, tu vois? Et moi, j'étais chez Mehdi, en fait. Je faisais du son, j'écoutais. Et puis, il me dit, tiens, toi, tu cherches des samples avec la collection de disques qu'il avait. Et quand tu trouves des boucles à peu près bien, moi, j'apprenais sur le tas. Je dis, mais des boucles, comment, avec des mélodies, il faut qu'elles durent combien de temps? Il me dit, t'occupe pas, une fois que c'est bien, moi, je les découperais. Je cherchais. Des fois, quand il dormait, Mehdi, je le réveillais, je dis, ah, ça, c'est pas mal. Il écoutait, puis il refaisait. Puis là, on travaillait un petit peu comme ça. Et puis, on a pris une certaine habitude. Et on descendait, on allait acheter un sandwich. Et on a pris cette habitude et c'est resté comme ça.
Il y a pas longtemps, j'en parlais avec sa maman, là. Elle me disait qu'au début, j'avais du mal parce que t'étais plus âgé que Mehdi. On te connaissait pas. Je me disais, mais qu'est-ce que ce grand noir vient faire chez moi? Mais qu'est-ce qu'il trafique? Et Mehdi me dit, ouais, c'est un livreur de pizza. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'un livreur de pizza veut à mon fils et tout? Ça paye pas, il y a pas de sous, c'est du son. Mehdi faisait très bien son son tout seul dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'il veut à mon fils? Et puis après, un jour, elle me disait que Mehdi est arrivé super en retard. On devait dîner à 19h. Il voulait qu'on mange un peu pour se présenter à sa mère, tu vois. Et puis Mehdi n'est pas venu à 19h. Et 20h, et puis bon, sa mère, elle dit, bon, écoute, on va se mettre à table et tu vas me raconter un peu ta vie. Je me suis retrouvé face à face avec elle, à déballer un peu ce que je venais chercher, ce que je voyais en Mehdi, ce que je voulais faire avec la musique, quoi. J'essayais de trouver les mots, balancer n'importe quoi, parce qu'on n'avait pas de calendrier, tu vois, il n'y avait pas de destinée dans la musique, on faisait ça pour le kiff, quoi. Et moi, je n'allais pas dire à sa mère, oui, je viens ici pour squatter, pour manger, j'aime bien votre tagine, Mehdi, il est super cool. Donc, j'essayais de trouver des mots ou qu'elle prenne confiance, mais d'abord, c'était de la sécuriser, lui dire, je viens ici en paix. Et on fait du son tout simplement. Et puis Mehdi est arrivé entre-temps dans la conversation. Il s'est assis avec nous et là, ça a été plus détendu. Et à partir de là, elle a très bien aimé mon discours. Elle a senti quelqu'un qui était en paix, qui voulait rien à Mehdi. Et là, elle m'a accepté. Et quand Mehdi après disait « Ouais, Manu, il dort à la maison », c'était plus fiable, quoi. Mehdi a gardé ce côté un peu démo, en fait. Sur toute sa partie, entre guillemets, rap, il y avait un choix de ne pas être dans des standards un peu FM. Arnaud Fraisse, ex-journaliste. J'ai été rédacteur en chef de Groove Magazine pendant 10 ans. Évidemment, sur le combat continu, sur l'album d'Idéalgie, qui est pour moi l'album sur lequel il prend un peu de l'ampleur sur le son rap. Il est mieux accompagné, il y a ce qu'il faut pour les mix, et ça prend un peu plus de profondeur. Et je sais pas, c'était à la fois brut et fin. J'ai pas senti un gap entre ce que j'avais entendu sur des maquettes et ce qui est arrivé sur disque. Ouais, le son change parce que, bien sûr, on est plus professionnel. On adapte dans des studios un peu plus gros, on est plus de moyens aussi. Donc forcément, Mehdi a besoin de cet espace, de faire venir peut-être des gens qu'il a rencontrés, des cordes de violon à un moment. Il a dit dans le combat continu, on avait fait un morceau, si c'était J'ai mal au cœur, voilà, où il y a ces cordes de violon qu'il a rencontrées. Malheureusement, on n'a pas pu prendre tout le monde, mais financièrement. Mais il avait quand même fait venir 5-6 personnes. Ouais, il s'enrichit dans sa musique, il va puiser dans autre chose, dans le rock, dans la pop, avec cette rencontre avec Pone qui le fascine, dans l'électro, dans cette musique qui t'emmène, qui te fait voyager ailleurs, en fait. Toujours cette faculté à faire des beats, qui a un certain groove que lui-même avait le secret, quoi. On partait d'un beat tout simple, et Mehdi arrivait à ajuster, à remettre des espèces d'effets, des percus qui sonnaient, qui fassent swinguer. Si tu enlèves les mélodies, à travers ce beat, un jazzman peut s'y retrouver, un mec qui fait de la salsa peut s'y retrouver, un breaker peut s'y retrouver. À la fin des sons, Mehdi aimait bien laisser son beat, et à chaque fois il disait « Ah, je laisse un peu de beat parce que s'il y a un rappeur qui veut s'essayer, mais pas trop long, pas trop long. » Le son français de Mehdi se différenciait du son américain, je pense, alors déjà dans les choix des samples, puis aussi dans les choix de sons purs, quoi, de grosses caisses, de caisses claires, de charlet. On était toujours à la limite entre le programmé et le vivant. Et je trouve qu'il a réussi à intégrer et à bien avaler ses influences, entre guillemets, qui sont très new-yorkaises au début. Il a compris ce que faisait les premiers ou Reza, par exemple, puisqu'on est sur ces époques de début des années 90, milieu des années 90, là où il se forge un petit peu son style musical. Il intègre tout ça et il se fait confiance. Je me suis dit, il se faisait confiance. Il a déjà une culture musicale qui s'est développée parce que son papa aussi, qui est décédé, paix à son âme, lui avait laissé une grosse collection de disques
qui était du rock, du jazz, de la soul, tout ça. Mais ses cousins, son cousin Samet, qui travaillait au Puce à l'époque, lui aussi était déjà dans ce DJing, avait pas mal de disques. Et Mehdi, je pense qu'il n'a même pas appris d'eux. C'est pour ça que je l'appelle Magic, moi. Parce que dès qu'il avait un truc, qu'importe une boîte à rythme, une MPC, une table de mixage, dès qu'il mettait ses doigts dedans, là, il cherchait à comprendre comment il va se démêler par rapport à la problématique. Et il arrivait toujours à s'en sortir. Et c'est comme ça qu'il a été DJ aussi. D'abord, il avait une platine, après il avait 2 platines. Et un jour, ça l'a plu, il voyait les trucs d'IPMZ à la télé. Et hop, il a réussi à faire DJ. Quand on est arrivé chez Mehdi, il avait un 4 pistes où il enregistrait des samples très rapides. Et après, son cousin Samat lui a construit ce sampleur Roland qui lui a permis d'avoir une qualité de son, un grain de son qui sonnait vraiment hip-hop. Si je rappe ici, c'est pour les gars de la Tessie et de la Demi. Ils sont presque en mafia qu'un free. Mais qu'est-ce que tu crois? Si je rappe ici, qu'est-ce que tu crois? J'aurais voulu être un artiste, mes couilles, j'aurais voulu être un mec riche. Mais lorsque je m'adresse au public, faut pas que je triche. S'ils veulent se rendre compte de la tâche qui leur incombe, moi je reste de ceux dont on dit qu'ils ont gâché leurs possibilités. J'ai du mal à comprendre, j'aurais donc voulu que je me vende. Je ferme les yeux sur la douleur qui écrase les miens. L'éternel combat du quotidien, la lutte par tous les moyens pour accéder aux moyens de réussir. Et tu veux que je te dise, le pire c'est contre violence et souffrance. Ce jour je suis coincé, mais ainsi soit-il. J'ai fait mes choix et aussi hardcore qu'ils soient. Je fais preuve de ma foi et ne collabore pas avec l'État. Ne comprendront que ceux qui doivent comprendre. Quand le combat continu sort, c'était vraiment l'équilibre entre Kerry James, qui avait jamais autant maîtrisé son propos et en gros sa rage. Sur les titres que Mehdi a produits, je me suis dit qu'il avait passé un cap, parce qu'ils ont travaillé avec des ingénieurs du son, qu'ils étaient aussi chapeautés par Arsenal Records, donc la Clica et tout ça. Donc il y avait un peu cette ambiance d'être bien accompagné par une major. Avant c'était de l'indé, il avait fait que des projets je crois en indé jusque-là. On sent que là Mehdi se professionnalise et c'est comme si ses épaules à lui aussi s'étaient élargies sur ce projet. Moi j'ai un souvenir génial, c'est que donc, je suis 100% Daft Punk et je me retrouve, Mehdi m'amène un concert d'Idealgie assez mythique à l'Élysée-Montmartre. Pedro Winter. Effectivement, j'ai halluciné par l'énergie, la furie sur scène, il y a toute la mafia Quinfri. Et moi, qui me faisait une image de la musique électronique fédératrice, en disant tiens, il y a seulement cette musique qui arrive à réunir les gens et à créer cette magie. Concert d'Idealgie, j'ai vu le feu aussi à l'Élysée-Montmartre. Le combat continu sort aussi un moment où la mafia Quinfri est un bouillonnement entre des gens qui font des albums, des gens qui sont encore un pied dans la rue de fou, voire les deux, mais qui de temps en temps passent en studio avec une énergie qui pousse à la création, qui donne ce côté authentique et ce côté à vif de cet album. C'était aussi l'ambiance de Mafia Quinfri, mais le problème de tout ça, c'est que c'était réel, quoi. Donc il y a des choses qui ont secoué le groupe, qui ont secoué Kerry James. Donc c'était fini pour Kerry James dans Idealgie et chacun forcément doit faire un peu autre chose. Après, dans la Mafia Quinfri, il y avait des ressources. Avec Mehdi, on avait quelques années de différence. Donc quand on est adolescent, c'est énorme en fait. Et du coup, quand on était adolescent, Idealgie, c'était un de nos groupes préférés. Je suis Romain Gavras, je suis réalisateur de films et de clips et de réclames. Donc un peu plus tard, quand le premier album du 113, Les Princes de la Ville, est sorti, avec cet album de 113, en fait, il a ramené quelque chose de très moderne qui se faisait même pas chez les ricains, qui se faisait nulle part ailleurs, d'être joueur en fait, de commencer à aller chercher d'autres sons, de commencer à aller... Les Princes de la Ville, le morceau est encore aujourd'hui hyper moderne. Et après, 113, c'est venu comme ça. On avait écouté pas mal de sons qu'ils avaient fait, comme Face à la police, tout ça.
Et on a dit, ouais, ça serait bien de faire un EP. Et tiens, on va faire 113 avec Anariana. Manu Kay. On va garder les titres qui sont bien, on va peut-être reposer quelques voix, quelques refrains. Et moi, et Mehdi, il a dit, et puis je vais ramener, mais pas beaucoup, je vais ramener 1 ou 2 sons, histoire de voir comment ça fait, histoire d'être complémentaire avec ce qu'il propose. Mehdi venait juste de faire une palette de sons. Il me dit, viens écouter. Et puis quand j'arrive chez lui, putain, j'écoute des sons, mais des ovnis en fait. Ça n'a plus rien à voir. Il me dit, ouais, tu penses que ça va leur plaire ça? Je dis, bah, franchement, je sais pas. Hein. En tout cas, ça tue. Tu sais même pas si c'est du rap, tu sais même pas si c'est de la funk, tu sais même pas. C'était un peu de l'électro quand Mehdi commençait à s'y faire dedans, et avec ses beats rap, mais pas trop rap quand même. Il y avait une espèce d'évasion. Et puis là, on reçoit l'appel de Swill, qui à l'époque qui était le manager 113. Vous avez 1 mois pour nous fournir un album complet. On prévient les gars, voilà, on va partir à Polygone. Par contre, on n'a pas de time, no time. On a 1 mois pour faire un album. C'est pas on traîne, on ramène des cousins, cousines. Et puis, on part à Toulouse. Mehdi prend ses bricoles, on prend l'avion, on arrive à Toulouse. Le soir où il déballe son matos, Mehdi dit bah, j'ai 5-6 trucs qui peuvent être intéressants. Et puis, il branche ça. Et puis, là, les studios là-bas, c'était incroyable. C'était avec ce qu'on a vécu sur Idéalgie. On se retrouvait à Toulouse, première fois qu'on est dans un lieu isolé, avec une espèce de console. On se croirait dans un Boeing, tu vois. Donc Mehdi commence à mettre les sons. La première fois, il met, c'est ouais gros. Il dit, ouais, vous pouvez nous faire un truc là-dessus. Ça commence avec la... Tu dis quoi, gros? Eh gros, sur le bitume, on a le moral à 0. Ouais gros, mais je sais pas combien de temps on va se tenir à carreau gros. En plus gros, autour de nous, ça devient paro. C'est devenu la routine, gros, d'aller derrière les barreaux. Justement, en parlant de barreaux, Mister, on pense à toi gros. Et tous nos potes qui vont dans le détail. Ou en gros, mon gros, à la Fartas, Bico, Négro, RERC, Vitry, viens dans mon ghetto. Si t'es mon poteau, on fumera des big poteaux. Ouais gros, à la roco. Et là, Mehdi lance le son avec le beat. Et eux, ils font ouais gros. C'est la première fois que je découvrais ce texte. Bah, ils s'échangent, gauche-droite, gros. Oh, on s'est regardé, on dit waouh. Après, il a mis Prince de la ville comme ça. Après, ils disent oh là là, ça tue. Eux, ils étaient captivés. Eux, ils voulaient partir sur un délire. Et on a dit vas-y, on va rentrer sur ces délires-là. On a commencé à enregistrer 1 titre, 2 titres, c'était terrible. On a fait le featuring avec Rof, Carlito. On commençait à avoir une vraie couleur musicale. À l'époque, le rap était très sur la brèche. Il y avait des gardiens du temple et vous pouvez très vite vriller, se retrouver dans ce qu'on appelait les hit machines et des choses très très variétés, des choses... Arnaud Fraisse. Et là, le piège de ce truc-là, de faire un tonton du bled, c'était de partir sur quelque chose de folklorique. Et pas du tout. Il y a de la culture, mais c'était un titre joyeux aussi, c'était un titre ironique avec beaucoup d'autodérision, et ça c'est aussi la grosse part de Rimka de l'avoir fait. C'était un titre qui racontait en fait la réalité de vivre dans les quartiers, et même l'histoire de l'immigration algérienne, mais avec un sourire en coin, et c'était aussi inédit. Tonton, les cabas ils sont trop lourds. Allez, monte, t'es dans la voiture. Regarde, Bilal, il s'en va. Monte, Bilal, monte. Eh, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Eh, Hamid Karim, tonton du bled. Pour tous les Miss Mourt, bled ou bledi. 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazouze pour pas flancher. Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je veux. Tonton du Bled, c'est un truc de fou parce que c'était les origines, c'était un peu la conception des trois. On voulait ramener cet effet communautaire dans l'album, c'était évident. Et puis c'est une histoire en même temps. Rimka trouve le sample, il propose à Mehdi, puis il me dit on va pas faire un truc flashy, on va faire un truc très simple. Ça plaît à tout le monde, il y a un vrai refrain, une vraie gimmick. Et on réussit à faire un clip qui était plutôt marrant. Et voilà, tout le monde rentre dedans, que ce soit les blacks, les blancs, les rebeux, tout le monde a adhéré à cette idée et cette façon de faire une histoire assez drôle pour un groupe de rap. Et c'est comme ça, nous on la vit, ça devient un succès monumental. Inch'Allah, rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai
J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Ça parle en fait, ça parle de la double identité, ça parle de la double culture, et tout ça, on le retrouve dans la musique en fait. Le côté filtre et tout qu'on peut entendre sur Les Princes de la Ville, le fait de jouer avec justement que les fils pour jouer sur l'émotion et les accélérations, les choix des caisses et tout, je me dis là, on passe à autre chose en fait. Sur l'album global Princes de la Ville, on a le côté un peu traditionnel et on a aussi le Mehdi du futur, décomplexé, et il est tombé aussi sur 3 clients qui sont chauds pour tester des choses, ce qu'il n'aura pas pu faire avec beaucoup d'artistes de rap français à l'époque, pour se remettre dans le contexte. Donc pour moi, c'est un morceau qui est réussi en tant que tel et qui annonce aussi ce que peut faire Mehdi après. Océan qu'est la vie, plus d'une fois je me suis perdu, j'ai dû sauter du navire pendant qu'il coulait sous les flots. Trop souvent j'étais déçu, la nuit je ne dors même plus. Je ne cesse de repenser à mes potos, partis trop tôt. Le sort m'a pas épargné, je n'ai plus de larmes à verser. Mon âme s'est enrayée, chaque jour je me bats contre mon passé. J'ai beau essayer de le semer, mais le double me distance, sur moi fonce. Puis je pars en tonneau dans tous les sens. Quand il a fait Solar à l'époque, c'était déjà grandiose pour lui. Il fait 113, après il savait qu'il a l'un des meilleurs rappeurs, Kerry James. Et derrière, il fallait pas qu'il donne ses sons à... C'était pas une bibliothèque, tu vois. Donc après, quand il distribue son son à KH, pour lui, c'était fou. Assassin, c'est quelqu'un qu'il a vu grandir là-dedans. C'était vraiment des pointures. Diams, KH, Assassin, Passy. Que des gens qui ont fédéré la musique, qui ont fédéré le hip-hop. Et ça, c'était vraiment c'est précieux pour Mehdi, tu vois. AKH, ou science de la rime. Les gens se diront toujours mais qui se cache dans ces signes. Le A comme la prépuce où j'entendais les matins de place. Walkman sur la tête, Posca sur les sièges dans un mince sac. Comme l'alphabet suit de lettres, mon arme quand je montais l'escalier. Pieds sur terre et tête dans les nuages. Et vient le cas, comme capable que je portais tous les jours, essayant le spin dans le Porsche. Sur mon K-Way, visiblement pas doué. Je passais au silence, des murs immaculés. Dans cette putain de ville on me traitait d'enculé. Hors la loi c'est le H, H comme hip-hop, H comme multi, H comme heptagone. Esprit à cette facette quand je file au microphone. Et c'est ma arme qui parle d'abord. Quand je viens par bâbord, prendre les places fortes de la musique comme un soldat d'abord. 1, 2, 1, 2, 3 et... 99-2000, Daft Punk très actif, Mehdi de plus en plus actif, à la fois avec le 113, mais aussi avec son label Espionnage. Pedro Winter. Mehdi commence à mixer un peu dans les soirées électro. On monte un super groupe, DJ Feeds, Mehdi et moi, qui s'appelle le Espionnage Sound System, où on commence un peu à mélanger un peu les styles. Et Mehdi décide de se lancer dans la prod de son premier album solo, The Story of Espion. Et il monte une équipe autour de lui et il me demande d'être son manager. Chose pas évidente, puisque moi, avec Daft Punk, j'ai un rôle particulier avec eux. Manager, c'est un bien grand mot, mais parce que j'étais jeune à l'époque. Mais l'aventure Mehdi m'excite et j'accepte de relever le défi. On trouve un deal à l'époque avec deux labels, qui est la division un peu rap de Virgin. Et en 2002 sort DJ Mehdi de Story of Espion, qui est un album sur lequel on retrouve Diams, Rimka, Lil Dap, mais pas tant de rap que ça. Les gens qui pouvaient s'attendre à un album avec justement tout le rap français, il y a Akhenaton qui fait une petite apparition. Finalement, c'est un album beaucoup plus personnel. Et on découvre Mehdi derrière sa guitare, un morceau avec Diams sans beat. D'ailleurs, je me permets, puisque le micro est tendu, moi c'est une de mes grandes fiertés et c'est aussi ça le bonheur de bosser avec Mehdi, c'est que Mehdi il était aussi dans le partage et dans la création. Et par exemple sur le morceau de Diams, Partir, on était à Black Door, un studio dans le 9e arrondissement, et sur la table de mixage, tous les éléments du morceau étaient ouverts, et en fait j'ai muté la piste de beat. Mehdi avait tapé un beat, et en fait Mehdi a gardé cette version sans beat de Partir, qui est moi une de mes fiertés, puisque je trouve que effectivement le morceau était génial, Diams était incroyable à cette époque. La magie du morceau, elle est là aussi, c'est-à-dire que le flow crée le rythme de ce morceau. J'en ai rêvé de ma maison avec vue sur la mer. J'en ai rêvé tout comme toi, tout comme eux, on a tous un air d'évasion dans le sang ou dans les veines. Cherche pas, je crois que ça c'est dans les gènes. On veut tous partir, chacun ses raisons. Martyr ou pas, bref, pas de comparaison. Chacun ses peines, chacun son mal-être. Chacun son thème, chacun sa cause, donc chacun sa lettre. Je démissionne, le rap c'est pas pour moi. Si c'est un jeu joué sans moi, ouais, efface mon nom du tournoi. Tu crois que je vais envier l'homme qui vit la cité, la sœur du 10e ou la mère qui prie par
nécessité. Je suis pas le ghetto, mais pourtant je compte fuir. Je crois pas que c'est ceux qui n'ont rien qui rêvent de construire. Moi je veux bouger, la France c'est abandon. Mais pour ça faut des sous, donc attendons. Pour le moment, juste une mélodie. Une percu, une guitare, un piano, une contrebasse, une voix. Et t'entends, ça sonne, non? Et donc on sort cet album en 2002 avec une ambition de se dire tiens, il y a la French Touch, il y a cet élan français, et ben c'est génial aussi d'embarquer Mehdi là-dedans. Donc il y a des investissements qui sont faits, il y a Futura 2000 qui fait un clip assez incroyable et assez mythique. Et Mehdi commence un peu à tourner à droite à gauche, il monte un groupe sur scène. Mehdi avait aussi aimait bien se dépasser, c'est-à-dire que c'était un très bon DJ, mais il s'était dit tiens, pour mon album je vais monter un groupe. Vincent Segal, Sébastien Martel, Diams qui venait sur scène, Mehdi aux machines. Je pense qu'il rêvait de réunir les publics, à savoir tiens, les gens qui ont kiffé Les Princes de la Ville pourraient être sensibles à ce qu'il a fait sur The Story of Espion, et en même temps aller trouver le public de Cassius et de Daft Punk, venez écouter un groove un peu différent, quoi. Honnêteté, ça n'a pas été un succès commercial, c'était un succès d'estime parce que l'album a été bien accueilli, il a fait une superbe couve des Arocs, tout le monde était bienveillant parce que vraiment Mehdi était tellement attachant, et en interview, je pense qu'il n'y a pas un journaliste qui n'est pas tombé amoureux de Mehdi quand tu faisais une interview de lui. Le mec était passionnant. À le voir arriver tout seul, tranquillement à son studio de répétition, on ne dirait jamais qu'il est l'un des DJ les plus courtisés du monde. C'est que Mehdi, 25 ans, est un être paradoxal. C'est un enfant de la banlieue nord de Paris, mais il s'exprime comme un intello du 16e. Il est classé dans la catégorie rappeur, mais il se défend d'en être un. Il compose en empruntant à toutes les musiques, mais il réussit à créer des sons singuliers. C'est pour tout ça qu'aujourd'hui, Mehdi est devenu star. Il avait une mémoire de dingue. Une de mes plus grandes tristesses, c'est ça, c'est de plus l'avoir pour se souvenir de telle tournée, de tel moment de studio. C'est pour ça que là, dans notre entretien, j'avais besoin de physiquement sortir les vinyles et les disques de Mehdi que je garde précieusement pour replonger dans son premier album. Ensuite, ça a été intéressant. Il a fait beaucoup de remixes, Mehdi. Effectivement, les gens retiennent son boulot pour Tonton du Bled, pour Jackpot, pour Ideal J. C'est tout à fait normal et génial. Mais effectivement, je pense qu'il avait aussi envie qu'on découvre un peu ce qu'il a fait sur ces deux albums, The Story of Espion et Lucky Boy avec nous en 2006. Quoi. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu veux que je m'en rapproche ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Je m'appelle Xavier, je suis une moitié de Justice. Que dire de plus ? J'ai été plein de fois avec lui quand il bossait sur ses propres morceaux. J'ai jamais été avec lui quand il bossait en session pour d'autres artistes. Mais sa façon de bosser en solo, c'est vraiment l'inverse de Gaspard et moi. L'image que je garde de Mehdi, encore maintenant, c'est le mec qu'on attend toujours quand il faut partir pour l'aéroport. Parce que l'avion est dans 1 heure et que lui, il est encore nu dans sa chambre d'hôtel en train de danser. Et on va taper à sa chambre, on lui dit « Mais on est en retard !» Effectivement, il avait un problème avec le temps. Il avait sa propre horloge biologique. C'est marrant cette anecdote de Xavier, parce qu'effectivement, quand moi j'arrivais à Roissy pour enregistrer, lui m'appelait en me disant « Ouais, je sors de mon bain, t'inquiète, j'arrive !» Je le mets en opposition avec Gaspard et moi, qui sont les autres personnes que j'ai beaucoup vues travailler en studio, où nous, on danse très peu en studio, et on est assis et tout prend des années. Chaque élément est discuté et on essaye 20 options pour prendre une décision. Mehdi, j'ai plus cette image de lui où les choses vont... Une fois que tu as le bon truc, ça va assez vite et on danse et tout le monde sourit. Et alors que ça ne s'entend pas forcément dans le résultat final, c'est-à-dire que nous, on passe beaucoup de temps à se poser des questions et à gamberger pour au final donner l'impression que les choses sont faites rapidement. C'est 113 Fous de la Merde qui est un peu complexe en fait. On sent Mehdi qui continue de creuser en fait les sons qu'il avait ouverts avec 113, qu'il a pu faire aussi avec Carlito.
continue d'appuyer sur cette direction-là, et un 113 qui a plus de moyens, plus de confort. Donc il y avait forcément le titre Fous la merde avec Bangalter, qui est là le next step. Ah oui, Fous la merde, bien sûr. Alors Fous la merde, c'est le 2e album de 113. C'est une histoire simple, hein. Je suis rue du Rantin encore, dans le bureau de Daft Punk. Je travaille à la fois pour Daft Punk et à la fois pour DJ Mehdi. Et Mehdi m'appelle, me dit « Ouais, Pélo, tu connais pas quelqu'un qui a un vocodeur ?» Alors là, je vais dévoiler un petit secret, hein, mais je dis « Bah si, je connais quelqu'un qui a un vocodeur, mais juste, effectivement, Thomas Egiman, je pense pas que ça va les motiver plus que ça. » Quelques heures passent et finalement, Thomas Bangalter de Daft Punk passe me voir au bureau. Et je lui parle du truc comme ça en l'air. Je dis « Ah tiens, il y a Mehdi qui est en studio à Bastille, là. Ils sont en train de faire un nouveau morceau, ils ont besoin d'un vocodeur. » Et Thomas, out of nowhere, « Ah ouais, bah vas-y, viens, on y va. » Et je dis « Attends, ok, là t'es en train de me dire, viens, on passe au studio, on prend le vocodeur, on va au studio de la scène. Ouais, viens, on y va. » Ça a été aussi simple que ça, aussi naturel, aussi spontané. Thomas se retrouve studio de la scène, en 4 secondes, il jamme un petit peu, il trouve le hook, il trouve le petit... et Mehdi, effectivement, ça a été un grand moment pour lui, puisqu'il était fasciné par le génie de Thomas des Daft. Et moi, personnellement, j'étais assez heureux que les deux mondes se réunissent. J'arrive, je fous la merde comme en concert, et je me jette dans la foule comme un rocker. Morceau lourd, pas comme Ramsey. Fous la merde, vas-y, gros. C'est les Hamé, c'est Hami. Fous la merde, et garde la pêche. Mehdi commence à chercher les choses ailleurs. En fait. On est plus dans un album de transition pour tout le monde. Mehdi était moins dispo aussi, parce qu'il était plus sollicité. C'est le début de l'ouverture d'un nouveau chapitre. Ça rejoint le propos selon lequel, en fait, selon les rencontres, Mehdi fait évoluer son art, puisqu'il a croisé aussi Star et Boom Bass sur des projets de Sodar. Je crois que c'était Paradisiaque, si je ne dis pas de bêtises. Viens dans les quartiers voir le paradis, où les anges touchent le RMI. Ici le scooter et le véhicule, et les beepers pullulent. C'est d'un pas léger qu'arrive l'huissier, accompagné du serrurier. Les idoles des jeunes sont des pornostars. Voir Pablo Escobar. Si les anges ont des ailes, ici les gosses volent. Demande à Interpol. Ils ont des box, ils ont à leur jacuzzi. À chacun son paradis. L'intervention réelle de Mehdi pour Headbanger Records, c'est le nom. C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, j'ai une société de management. Je manage Cassius, Cosmo Vitelli, Mehdi et Daft. Et ma boîte de management s'appelle Headbangers Entertainment. Mehdi me dit, bah tiens, comment transfigurer ton nom de société de management en un label ? Bah viens, on crée un personnage qui s'appelle Edouard Banger, Ed Banger. Et le nom est né comme ça, quoi. Je sors le premier maxi, Mr. Flash et Sdar. Le deuxième, c'est Justice. Il me file un morceau plus le remix de Simian et il me reste une phase B. On ouvre un tiroir au bureau et on se rend compte qu'on a un remix de Shadow Flight d'un morceau de DJ Mehdi qui n'était pas sorti à l'époque du premier album. Et je dis à Mehdi, bah viens, on a ce remix fabuleux de Gilbert et iCube. Viens, on le met en phase B. Et donc, Mehdi se retrouve sur la deuxième référence du label en phase B de Justice. Vraiment, on le doit aussi à Xavier de Justice. Pendant que Mehdi faisait son album Lucky Boy, Xavier me glissait, mais tiens, mais c'est parfait pour Headbanger. C'était génial aussi de savoir que un des deux de Justice validait complètement le disque que Mehdi est en train de faire et s'associait d'une certaine façon en disant, mais tiens, mais ça pour le label, ça serait génial. Et c'est comme ça que Lucky Boy est sorti en 2006. Premier album du label et deuxième album solo de DJ Mehdi. Et c'est l'album qui l'a fait un peu plus connaître à l'international. Il a pris un autre envol plus électronique. Vraiment, pour le coup, là, il allait mixer aux quatre coins du monde, faire danser les gens, quoi. Yeah. 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 Let me pick you up when you fall. See you screaming over the mat. Let me be that person who called when it's something you should know. I can tell that you're looking at me.
donc en 2004, je pense. Xavier Deronay s'apprêtait à sortir notre premier vrai single chez Headbanger. Et avec Gaspard, nous avions fait ce morceau qui s'appelle Waters of Nazareth, un morceau de musique qui est laid à bien des égards et qui avait été fait pour être désagréable. Et donc c'est du bruit pendant 2 ou 3 minutes et à un moment vient une sorte d'orgue d'église. Et on l'a proposé à Pedro, qui n'était pas fan en fait, qui a dit bon, j'aime pas trop, essayer de faire autre chose. Mehdi me dit ouais bien, les Justices ils ont fait un nouveau morceau et tout ça. Romain Gavras. Ils m'ont dit de venir l'écouter, viens avec moi. Parce que c'était toujours la première personne qu'ils appelaient pour écouter. Parce qu'il avait toujours un avis hyper intéressant sur les choses. Et je me rappellerai toujours de l'émotion. C'est-à-dire qu'il nous joue le morceau. Et je me rappelle, Mehdi me serre la main, mais de toutes ses forces. Tellement on était assis, c'était dégueulasse chez eux. Les sièges, c'était des sacs poubelles remplis. Donc on était assis sur les sacs poubelles remplis. Je me rappellerai toujours de comment il serrait la main et de l'excitation qu'il avait, de la compréhension directe de « Ok, c'est quelque chose qui va changer quelque chose dans la musique ». Je m'en souvenais pas, mais ça m'étonne pas. Moi, je l'ai toujours dit, Mehdi, c'était mon copilote. C'est-à-dire que le label, c'était notre bébé. On a toujours fonctionné comme ça, de façon collégiale. Chacun a donné un peu son point de vue sur le label et le disque des autres. Et ça m'étonnait absolument pas que j'ai écouté les conseils de Mehdi sur ce genre de choix. Et notamment, parce que moi, c'est simple, Waters of Nazareth, la première fois que je l'ai écouté, j'étais pas confiant, quoi. J'étais un peu bousculé. C'est ses oreilles en or, c'est-à-dire qu'autant, voilà, il te fera tous les couplets de Djerou de Damaja et il prendra une guitare, il te jouera tous les accords du White Album des Beatles et en même temps, effectivement, il sera sensible à l'énergie de Moody Man ou d'Underground Resistance. Et il avait quelques longueurs d'avance sur nous tous là-dessus. Il était fan de Bob Dylan et de Timbaland, quoi. Alors Signatune, c'est une jolie histoire parce que d'ailleurs, on peut big upper aussi Kavinsky qui était très très proche de Mehdi. Kavinsky avait trouvé un sample, mais il n'avait pas su l'exploiter, il l'a soufflé à Mehdi, et Mehdi en a fait Signature. Et de fil en aiguille, on demande à Thomas un remix et ça se transforme plus en une espèce d'édit. Thomas fait en sorte que le morceau est un peu mieux goupillé et un peu plus club-friendly, disons. À ce moment-là, Romain Gavras était vraiment rentré dans la famille, était très proche de Mehdi, et c'était un peu les débuts de Romain derrière la caméra pour faire des clips. En tant que Romain Gavras, je pense que Signatune, c'est son 2e ou 3e clip. Et tout de suite, Romain, en écoutant la zik, pense au tuning, et il a vu juste parce que ça marchait super bien. Comme ça part d'un truc où je me foutais de sa gueule en disant c'est un morceau de tuning. Romain Gavras. On commence à se parler de ça et de se dire, voilà, viens, on fait un clip sur le tuning, dans le Nord. Et on avait en référence cette émission qui s'appelait Striptease, qui était géniale. C'était des documentaires, genre pour ceux qui connaissent pas, où ils suivaient des personnages hauts en couleur et les suivaient sans parole. Ils ont suivi un mec qui fait du tuning en Belgique. Et du coup, moi, je connais très peu l'univers du tuning. Mais j'avais l'unique référent quand j'ai commencé à penser au clip et avant de me plonger dedans. C'était cette émission de Striptease, qui était un épisode absolument génial. C'est pas des basses prolongées, c'est des basses qui sont courtes. Alors au lieu de faire bouh, ça fait pou. Tu vois ? Non, mais c'est sérieux, c'est véridique. Hein. Mehdi, il est venu sur le tournage et à la fin, j'ai fait un plan comme si c'était un clip des Rough Riders à la fin où c'est genre toutes les bagnoles, les phares allumés et lui, les bras croisés. Et en fait, évidemment que c'était complètement hors sujet. C'est même lui qui m'a dit, mais mec, jamais on va monter ce plan de moi qui croise les bras devant 5 voitures avec les phares allumés, c'est ridicule. Mehdi, qu'on appelait Medipédia, parce qu'il était très cultivé, il connaissait vraiment énormément de choses, tout sur tout. Que ce soit en culture musicale, mais en culture cinématographique et en culture de l'image. C'était très agréable de lui parler pendant le process du film.
En fait, il m'avait dit un truc au montage. En fait, moi, un de mes clips préférés, c'était 99 Problems de Jay-Z. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Et comme je suis un garçon influençable, il y a un plan que je me rappelle très bien, il m'avait dit d'enlever. Il y a un moment, en fait, quand on tourne en 16, en fin de bobine, on met la main devant la caméra pour dire c'est la fin de la bobine. Et il y a un flash blanc de fin de bobine qui s'enroule. Et dans 99 Problems, il y a souvent ce truc-là qui revient un peu comme un gimmick. Et comme nous, il y avait ça, comme on avait tourné en 16 et que je trouvais ça hyper cool, et je l'avais laissé. Et c'est encore dans le clip, vous pouvez le voir, il y a un moment, il y a une main devant la caméra. Et Mehdi me disait, mais mec, enlève-le, le clip défonce, le clip va rester des années après qu'on meure, alors qu'on vient de faire un truc vraiment intéressant, différent et qui va rester. Pourquoi tu veux sucer un plan nul, un gimmick nul de 99 Problems? Et je lui ai dit, mais non, c'est trop cool. Et ça, c'était moi, parce que j'étais auto-impressionné d'avoir tourné en film. Et j'étais là, ouais, c'est le truc de film et tout. Quand je regarde le clip, ce plan me dégoûte à chaque fois, parce que je me dis, mais ce mec avait tellement raison de me dire ça, c'est nul. Re-regardez-le, parce que le clip est vraiment bien. Mais ce truc-là est nul. Un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Couleur, épais, couleur, épais. Mehdi, au-delà de Mafia qu'un Free, a quand même collaboré avec pas mal d'artistes. Arnaud Fraisse. C'était souvent des artistes qui cherchaient pas de tube, qui cherchaient une couleur, qui cherchaient à probablement donner de la teneur à leurs propos. Si on prend le cas de Couleur Ébène, de Booba, qui moi une des collaborations en Mafia qu'un Free, Mehdi, les plus réussies. On sent très bien que Booba veut pas faire un tube sur un album sur lequel y a des tubes, et c'est pas ce qu'il cherche. Quand on écoute Couleur Ébène qui termine, c'est clairement du rock. Booba, il fait rien par hasard. C'est ce qu'on pouvait espérer presque de mieux d'une collaboration entre Mehdi et Booba. Le son Couleur Ébène, il est complètement dingue. Et je trouve ça génial, même de la part de Booba, de sortir un son comme ça, aussi différent. Romain Gavras. Parce que même à l'époque, Booba, c'était déjà la star que c'est aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas bougé en termes de modernité, parce que c'est vraiment un style à lui qui a été un peu pompé ici et là, mais qui est vraiment à lui parce que c'est dur à reproduire. En fait, c'est un truc de ressenti. C'est pas un truc de technique, c'est pas un truc de texture de son, c'est vraiment un truc de... Le mélange des deux qui, sur le papier, peut pas forcément marcher, y a un truc d'alchimie qui marchait. Enfin, ça a été une rencontre hyper intéressante. Moi j'aime bien quand ça brille, quand ça tire, quand ça tire. La banlieue, c'est dangereux, c'est pas marqué dans la Bible. Un jour, tu pleures, un jour, tu ris. Mes deux os, c'est mon blast, personne n'ira où je vais. Si t'as pas de raison de vivre, trouve une raison de crever. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2011, DJ Mehdi fait une soirée chez lui où l'on danse sur son plancher de verre. Celui-ci s'effondre et le musicien de 34 ans trouve la mort dans une chute accidentelle. Sa famille de cœur et d'art est en deuil. Elle va s'attacher à faire vivre son œuvre et même à la rendre plus vivante que jamais. C'est un truc comme ça, bon, faudrait que je retrouve les vraies notes, mais... Attends, c'est un truc un peu comme ça, c'est pas exactement ça. Je m'appelle Thomas, je suis compositeur, je pense que ça résume bien ce que je fais. Pedro Winter m'a écrit un petit message sur Facebook, je me rappelle, j'étais dans mon studio en train de travailler. Donc, petit message de Pedro, est-ce que je peux passer te voir à ton studio? Donc, évidemment, je dis oui. Je crois que ça n'a pas traîné, il est venu genre le lendemain, quelque chose comme ça. Pedro m'a présenté son idée folle. Voilà, dans 4 mois, on a les 15 ans d'Headbanger. Est-ce que ça te dirait de faire une grande fresque orchestrale qui reprend plein de tubes d'Headbanger? On a sélectionné ensemble, lui et moi, entre 42 et 44 morceaux phares qui résumaient bien l'épopée Headbanger. Et pour Pocket Piano, je savais que c'était un morceau pivot, que c'était un rendez-vous important de tout le concert, de toute cette suite symphonique, comme on disait avec Pedro.
Alors évidemment, on voulait que ce soit un moment important. On voulait pas que ce soit un moment trop triste ou larmoyant. On n'était pas dans le pathos. On voulait que ce soit, encore une fois, une fête, ces moments. Mais je voulais vraiment essayer de lui donner cette grandeur d'âme que ce morceau avait déjà, de lui rendre justice, quoi, de ne pas passer à côté, et que ce soit voilà, un moment important, pourquoi pas recueilli, qu'il y ait une sorte de communion en fait, dans la salle autour de ce morceau. Et d'ailleurs, quand c'est arrivé, le soir du live au Grand Rex, on a tous senti quelque chose de très très émouvant, une vraie communion positive, tu vois, pas triste sur ce morceau. Et moi, c'est chose rare, même en dirigeant, parce que j'étais très concentré pour que personne ne se décale pendant 1h15. Je m'agite dans tous les sens, je fais du eye contact avec tous les musiciens, et malgré tout ça, j'ai été pris par l'émotion vraiment pendant l'exécution de ce morceau. Tout ce qui touche à Mehdi, c'est très très facile de nous faire chialer. Donc évidemment, un orchestre symphonique avec une centaine de personnes qui jouent pocket piano sur scène, l'émotion était compliquée à réprimer. Là, rien que d'en parler, j'y repense et tout ça, ça me fout la chair de poule. Effectivement, et il y a eu des applaudissements, une communion très respectueuse à la fois de ce qui se passait et effectivement, moi, ça m'a rempli C'était évidemment très fort symboliquement et musicalement. Et après, en termes d'ondes, ouais, j'ai réellement senti l'émotion de 3000 personnes. L'idée aussi de témoigner, de partager, de parler de Mehdi, c'est à chaque fois de façon constructive, optimiste, motiver un peu les gens, voilà. Nous, notre famille artistique a perdu, a failli pas s'en remettre. Romain Gavras. Vraiment, de la perte de Mehdi. Heureusement que la musique, je pense, s'en remettra. Il y a des gens avec qui on bosse, et puis il y a des gens avec qui on vit, et puis notre famille musicale, artistique, visuelle, tout ça, a perdu quelqu'un avec qui on vivait. Mehdi, je l'avais eu très peu de temps avant, comme je te dis, c'est là où il me demande de venir en Australie avec lui. Manu Kay. Moi, je découvre un peu tout ça. Je voulais surtout pas empiéter dans ce qu'il faisait lui. Et je disais, ouais, t'es sûr, ça va pas déranger. Toi, je savais qu'il avait déjà son petit cocon à lui là-bas. Et depuis cultiver son savoir, depuis le voir composer, c'est un frein pour moi qui m'a rendu très faible des années plus tard. Et c'est là qu'en 2015, j'ai compris que je peux plus être dedans, qu'il fallait faire autre chose de ma vie, que j'avais une autre passion, qu'il fallait la montrer aux gens, que la musique, c'est derrière moi maintenant. Ça fait 25 ans que je la véhicule. On a fait les meilleurs moments, on a voyagé, on a kiffé. Mais il y a quelque chose qui est cassé, quoi. Il y a une cassure. Des fois, on faisait pas de son avec Mehdi. On était assis et on parlait de musique. On parlait de musique toute une journée. On parlait de Nas, on dit, j'en suis sûr, dans son prochain album, il va arriver comme ça, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Et voilà, on parlait de musique, tu vois. Le fait de plus le revoir, de pas le revoir, ça a rendu triste énormément de personnes, tu vois. Quand tu réécoutes Espionnage, les sons qu'il a fait, c'est trop émouvant. Je me rappelle un peu après son décès, on avait une scène avec DJ Noise et puis Mokobe. On jouait tout le temps Prince de la Ville et ce son, c'est un son qui... J'ai fondu en larmes quand il l'a mis parce que je pouvais pas l'écouter, tu vois. Je suis DJ Mehdi, je suis compositeur de 25 ans, je viens de la banlieue nord parisienne et je vais bien.